De retour sur ce plateau, vous suivez Forum sur New World TV en direct, plus 228 96 08 43 43 pour participer à cette émission via vos messages que vous devez nous envoyer sur ce numéro accessible via WhatsApp. Merci de votre fidélité à un sujet passionnant. Le président Donald Trump a signé un décret interdisant l'entrée aux États-Unis à partir de ce 9 juin, donc demain, pour les ressortissants de 12 pays, dont 7 africains, Libye, Somalie, Soudan, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée. Avant donc de partir à la pause, nous parlions des réalités sur le continent, parlant dans le domaine scientifique, faisant référence à l'importance d'avoir sur le continent des universités, à l'image de Harvard qui doit fermer ses portes aux étrangers, aux étudiants étrangers, sur demande du président américain Donald Trump. Donc, messieurs, ma question est celle-ci. Quelles sont les solutions possibles en Afrique pour former sur place les techniciens, les médecins, bref, les intellectuels dont le continent a besoin pour mieux se développer? Excellence. Moi, je crois que d'abord, l'enfant naît d'abord dans un couple. Il est à la maison. C'est là-bas qu'il faut commencer à le conscientiser. Mais aujourd'hui, nos enfants, c'est quoi? On leur donne la priorité aux amusements, la priorité au plaisir. Ce qui fait que dans les collèges et lycées, même des enfants de 14-15 ans déjà, ils sont ingérables. Les professeurs ont des maux de tête. Il y a des professeurs, des enseignants qui vont mourir avant l'âge à cause des enfants d'autrui mal éduqués à la maison. Donc il faut commencer à la maison par donner le goût du travail et du travail bien fait aux enfants. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est les vacances, on laisse Android aux enfants, et quand on laisse Android aux enfants, ne crois pas qu'il va aller regarder un documentaire instructif. Tout le monde devine ce qu'il va aller regarder. Et ce qu'il regarde, il veut le pratiquer. C'est normal, les enfants veulent faire ce qu'ils voient. Ce que papa fait, ce que maman fait, l'enfant voit, il veut le faire. Donc moi, je crois qu'il faut serrer les vis à la maison d'abord pour ne pas faire des enseignants les boucs émissaires de toutes sortes de déviations. Maintenant, si on serre à la maison, on serre au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, universitaire, on peut chaque année trier les meilleurs parmi les meilleurs et les former dans des centres précis au pays ou à l'étranger. Au pays ou à l'étranger. C'est-à-dire que on veut quoi? On veut de très bons médecins, d'accord. Nous formons nos médecins au Togo, ce qui est déjà une bonne prouesse. Mais ça n'empêche pas qu'on échange des médecins avec un pays comme Cuba, qui est un pays, disons, pauvre, mais qui, dans le domaine médical, fait des prouesses. Bon, pourquoi pas? On veut former quoi? Des informaticiens pointus, l'intelligence artificielle. On les envoie aux États-Unis, on les envoie en Chine, on les envoie en Corée. Il faut trier les meilleurs parmi les meilleurs. Mais quand il n'y a pas le système, disons, élitiste, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas les meilleurs. Comme disait Aladi tantôt, l'enfant est très content d'avoir réussi au bac avec 10, sinon avec 9, en priant Dieu. C'est tous des enfants très croyants d'ailleurs. Dieu va faire un miracle et le professeur va être indulgent pour lui ajouter un point qu'il réussisse au bac. Si déjà pour le bac, tu es aussi essoufflé, quel genre d'études tu veux faire dans la vie? Donc il faut trier. Il y a des enfants hyper brillants à tous les niveaux, hein, que ce soit dans le monde rural, dans le monde urbain. Il y a des enfants qui naissent des génies. Il faut encourager ça. La culture de l'excellence, je pense. C'est ce que cherchent également les jeunes qui partent pour les études à l'international, pour ceux qui n'ont pas toujours la chance d'avoir des bourses d'études. Oui, mais c'est cette excellence qu'il faut véritablement garantir et établir au niveau de nos écoles. Regardez la tricherie dans les écoles, pour vous dire comment les gens veulent la facilité. Si à l'école, on ne sait pas se battre pour devenir premier, ce qui pour nous, à l'époque, à l'école, mais tu ne dormais pas la nuit parce qu'il y a l'autre qui a eu une note, tu veux le dépasser au prochain devoir, et ce n'est pas ton parent qui t'a dit, c'est toi qui veux te dépasser pour montrer à l'autre que je peux faire comme toi. Aujourd'hui, regardez comment les enfants trichent à l'école. Même à l'examen, ils vont trouver un moyen pour pouvoir tricher. Mais on ne peut pas compter sur la tricherie si l'on veut changer les donnes.
pour moi, il faut réorienter notre système scolaire. Je n'ai rien contre les littéraires. Mais quand on regarde nos systèmes scolaires en Afrique, la grande masse des élèves se retrouvent dans les séries littéraires. Et la raison, c'est que le système n'a pas encouragé l'enseignement scientifique. Alors que quand on regarde ce monde aujourd'hui, regardez ceux qui sont devant. Ils sont devant par quoi? Mais c'est par la science, c'est par la technologie, c'est par les innovations. Il faut qu'on réoriente notre système scolaire. Il est encore un peu colonial, formateur d'auxiliaires de la colonisation. Il faut qu'on sorte de ce schéma-là, qu'on regarde quels sont nos besoins dans nos pays. Et en regardant les besoins dans nos pays, mais qu'on avance. Regardez comment nos cultivateurs sont restés dans des méthodes traditionnelles. Est-ce qu'on ne doit pas former des gens qui vont connaître l'agriculture, connaître ce que les parents ont fait, mettre les deux ensemble pour qu'en termes de production, en termes de rendement, mais qu'on se retrouve avec quelque chose de meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Mais les gens se fatiguent pour produire très peu. L'enseignement peut permettre de faire en sorte qu'on se fatigue moins et qu'on produise encore beaucoup plus. Et ça va dans l'intérêt du pays, puisque ça permet en ce moment d'avoir cette autosuffisance, voire même cette sécurité alimentaire qu'on cherche depuis fort longtemps, qu'on ne l'a pas. Mais on n'a pas cette articulation entre l'enseignement, l'agriculture, cette articulation entre l'enseignement, nos questions, nos industries, alors que nous n'en avons pas beaucoup, de sorte que le gars sort avec son diplôme, il vient se présenter, on lui dit oui, tu as le diplôme, mais tu n'as pas les compétences dont nous avons besoin. Travel Band aux États-Unis, de quoi Trump a-t-il peur? Participez au débat en nous envoyant vos messages via WhatsApp sur le plus 228 96 08 43 43. Et un premier message que je vais lire nous vient donc d'un téléspectateur qui nous suit depuis Kara, au Togo. Bonjour Niwod, je pense que les dirigeants américains deviennent hystériques. Les pays africains frappés par cette interdiction se battent contre le terrorisme. Je pense que les Américains ne veulent pas que ces pays remportent la victoire contre le terrorisme. C'est paradoxal que l'Égypte soit épargnée alors que l'attentat le plus récent est commis par un Égyptien. Le Tchad a bien répliqué. Simlewa Esso depuis Kara. Réaction? Non. Ce qu'il dit est vrai. Non, le Tchad a raison, mais bon, la difficulté, c'est que est-ce que c'est les Américains qui ont plus besoin de visa pour venir au Tchad que les Tchadiens pour aller aux États-Unis? Parce que la règle de la réciprocité existe, mais il faut réfléchir aussi, parce que parfois, il ne faut pas l'appliquer à son détriment. Il faudrait bien voir qui cherche le visa de qui avant d'appliquer la réciprocité. C'est comme les sanctions contre la Russie. Ceux qui ont le plus besoin des produits russes comme le gaz, c'est eux qui décrètent les sanctions. Poutine continue d'acheter le gaz chez Poutine. Donc, Bonjour la famille Forum, toutes mes civilités, salutations fraternelles depuis le Mexique, Walker Ngamokuba, Bochilabe. Quant au président Trump et son administration, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur pays. Nous, les Africains, nous devons appliquer la réciprocité dans tous ses sens. Et c'est pour cela, je salue la décision prise par le maréchal. Donc le Tchad, les autres pays devraient donc suivre cet exemple? Je me dis que le Tchad, je disais tout à l'heure, le Tchad ne suffit pas. Parce que quand vous mettez le Tchad en face des États-Unis, bon, on ne s'interroge pas sur l'issue du combat. Mais l'Union africaine a réagi, par exemple. C'est une bonne chose. Mais je trouve la réaction très timorée par rapport à la décision qui a été prise. Les Africains doivent mettre en place une politique africaine. Parce que c'est quand on se met en place que quand Trump se rend compte que, mais attendez, si je perds l'Afrique, d'autres vont venir prendre, parce qu'ils sont dans la réflexion stratégique. Si je perds l'Afrique, d'autres vont venir prendre, mais vous allez les voir avoir un autre comportement. C'est pourquoi je disais, Trump fait exprès d'éviter le multilatéral. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, l'Afrique est bien courtisée par des partenaires qui voient du potentiel. Mais nous n'avons pas encore une réaction africaine. Si on avait une réaction africaine, quel que soit le partenaire, le minimum, ce sera du gagnant-gagnant. Ou bien même, puisqu'ils ont fortement besoin de nous, qu'on prenne 60% et qu'ils prennent 40%. Mais pays par pays, ça va être extrêmement difficile. Non, l'Union africaine, réaction timorée, tu voulais qu'elle fasse quoi? Qu'elle réagisse déjà, c'est une prouesse. En d'autres temps, elles auraient envoyé une lettre de félicitations à Trump. Quand on a dit aux Nations Unies de voter pour criminaliser l'esclavage, est-ce qu'il n'y a pas des pays africains qui ont voté contre?
Donc, il ne faut même pas... Tu sais, c'est ça notre problème. Si les Africains pouvaient s'entendre et parler d'une seule voix, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Parce qu'il y a un Africain qui est toujours plus ami des Blancs que l'autre. Il veut prouver qu'il est ami des Blancs. Donc, il peut même hypothéquer la vie de son peuple ou même des autres peuples. Si c'est son peuple, ça passe. Parce qu'il veut que les Blancs disent, voilà notre ami. Donc, Trump a parlé, Trump peut faire ce qu'il veut, les Africains ne feront rien. Ils seront divisés. D'autres vont même aller dire à Trump, bon, tu sais, le Tchadien là, c'est un fou, hein, il ne faut pas l'écouter. Tu vois, c'est comme ça qu'ils vont réagir. Personne n'ira dire, petit frère Déby, nous, on est d'accord avec ce que tu as fait, nous aussi, on va faire la même chose. Ils ne le feront pas. À propos, on parle du Congo. C'est de quel Congo? Brazzaville. Brazzaville. Oui. Oh, eux, ils ont quel problème? Ah non, en tout cas, le parti au pouvoir a réagi en disant qu'il y a certainement des incompréhensions, ils vont les rencontrer pour que les problèmes soient levés. Il faut s'expliquer. Quand on entend Congo, on pense d'habitude à la RDC à cause de la situation sécuritaire, puisqu'il pose un problème de sécurité. C'est pourquoi j'ai dit, bon, peut-être également Trump et ses spécialistes ne savent pas qu'il y a deux Congos. Donc quand ils ont dit Congo, ils ont... Merci. Bonjour le plateau, bonjour Niwot, c'est Cyril depuis Paris. Trump fidèle à sa logique de deal, pourrait-il viser le phosphate stratégique du Togo, clé dans les batteries électriques? Par ailleurs, les relations étroites entre le Togo et l'AES soulèvent une autre hypothèse sur les motivations réelles de la sanction américaine dans la lignée de la position déjà adoptée par la France vis-à-vis des étudiants de l'AES. Qu'en pensez-vous, Mamadou Diouf et son Excellence? Alors, le Togo a été cité également sur... Le Togo est sur la liste d'attente, si je peux l'appeler ainsi, puisque pour le moment... C'est une question de restriction. La sanction n'est pas directe. On serre un peu les vis pour que désormais, tout le monde qui veut ne se promène pas aux États-Unis. On pose des conditions. Plus filtré dans les demandes de visa. Donc. Voilà, on filtre les demandes de visa, on pose des conditions, disons, impossibles. La préoccupation donc de Cyril, c'est de savoir, est-ce que ce n'est pas parce que le Togo est aujourd'hui proche de l'AES que le pays est visé? On peut tout dire, mais la réalité, c'est que le Togo est avec l'AES, parce que l'AES est en Afrique et frontalier au Togo. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas aller être proche des Mexicains. Ce n'est pas possible. Les Mexicains ne sont pas proches de nous. On n'est pas frontalier. Donc, être maintenant proche de l'AES, si c'est un crime aussi, bon, là, c'est à eux de juger, ce n'est pas à nous. Nous faisons ce que nous estimons être bien. C'est tout. Dans la même logique, bonjour Niwod, bonjour monsieur l'ambassadeur El Hadj, ainsi que madame la journaliste, bonjour. Alors, ce qui se passe avec les interdictions des USA doit alarmer la jeunesse togolaise, car depuis le rapprochement du Togo avec l'AES et son amour d'adhésion, les colons ont activé certains volets locaux afin de nuire le pays et forcer la classe dirigeante à tourner le dos à leur envie d'adhérer à l'AES. Les vrais pays qui financent et entraînent les terroristes, tout le monde les connaît, mais comme ils ont du pétrole, ils sont les loups sages, leurs ressortissants peuvent venir et repartir quand ils veulent. Ce président va détruire le pays. Wait and see, Samaya depuis New York. Alors ça, c'est aussi un autre aspect. Pour les Africains, entrer dans les autres pays, c'est compliqué, mais dans l'autre sens, les conditions ne sont pas pareilles. Ce qu'il dit est vrai. Regardez la dernière tournée de Trump au niveau des pays du Golfe. Il est retourné chez lui avec combien de milliers de dollars de marché, de je ne sais pas quoi. Il faut surtout parler de l'avion. Non, doucement. Non, je ne vais pas. Parce que dans la réaction tchadienne, le président de la République du Tchad, dans sa réaction, il a précisé qu'il n'a pas d'avion à offrir à Trump. Dans sa réaction, il l'a précisé. Ah bon? Oui, il l'a précisé dans sa réaction. Il a instruit pour que les gens prennent des mesures de réciprocité et il a dit que le Tchad n'a pas d'avion à offrir. La même réaction que le président sud-africain. En fait, c'est pour dire que même nos présidents sont en train de comprendre que ce monsieur, il fait du business politique. Il ne faut pas qu'on se trompe sur ce plan-là. Maintenant, c'est les mêmes personnes qui vous disent que ce sont ces pays arabes qui financent le terrorisme, qui font ceci, qui font cela. Mais curieusement, sur la liste, il y a quel pays arabe? Mais il y a un problème. C'est pourquoi il faut bien regarder cette affaire et qu'on ne se laisse pas emporter seulement par le fait qu'on nous parle de sécurité, ce sont les pays africains, etc. Non, il ne faudrait pas qu'on nous utilise comme alibi pour un problème dont nous ne sommes pas
les premiers responsables sur cette terre-là. On a nos problèmes, c'est vrai. On a nos difficultés, c'est vrai. Mais il ne faut pas que les autres veuillent encore nous utiliser davantage pour régler d'autres problèmes. Il y a un agenda caché dans cette affaire-là, c'est clair. Bonjour Niwod, bonjour aux invités. Merci pour le travail que vous abattez chaque dimanche pour réveiller la jeunesse. L'ambassadeur doit faire une tournée dans les universités pour donner une conférence aux étudiants. Boussim Zibouré, étudiant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Une invitation, les étudiants vous attendent pour... Moi, j'aimerais bien parler aux étudiants. Pourquoi pas? J'ai été syndicaliste et étudiant en mon temps. Donc, il n'y a rien de nouveau pour moi. Donc, ce serait avec très, très, très grand plaisir. Ce n'est pas pour leur parler, mais pour échanger avec eux. Parce qu'il faut connaître leurs préoccupations. C'est eux qui sont en train de monter. C'est eux qui vont nous remplacer. Il faut qu'on connaisse leurs préoccupations. Ces rencontres intergénérationnelles doivent être justement initiées pour partager des connaissances, des savoirs, des stratégies. Il faut revenir à l'orthodoxie. L'amphithéâtre de l'université est un espace, comme il le dit, du donner et du recevoir en matière d'enseignement. Aujourd'hui, on est en présence d'amphithéâtre où c'est l'enseignant qui distribue un savoir. Il faut prendre et partir. On ne discute pas, il n'y a rien. Mais moi, je me rappelle quand on était à l'université de Dakar, dans ces mêmes amphithéâtres, nous nous retrouvions avec nos propres enseignants sur des questions de l'université, sur des questions du Sénégal. On allait même plus loin, on pensait qu'on avait la possibilité de résoudre les problèmes de l'Afrique. C'est ça la vérité. Les débats on faisait des thèmes passionnants sur les questions de l'Afrique. Et ça nous a permis très tôt d'être éveillés par rapport à un certain nombre d'enjeux. Il faudrait qu'on ramène nos étudiants également à cela. Parce que dans cette façon de former la personne, il faut créer cette possibilité pour l'étudiant de pouvoir contester ce que dit l'enseignant, alors que de plus en plus, quand tu le fais, tu risques d'avoir plutôt des problèmes. Moi, je me rappelle encore mon professeur Abdoulaye, que je contestais sur le fait que les hommes venaient du singe, parce que lui, il a fait la préhistoire. J'ai taquiné, je refusais, mais il acceptait de discuter savoir par savoir, argument par argument. Et il l'acceptait véritablement à l'intérieur de l'amphithéâtre. Aujourd'hui, de plus en plus, on ne peut pas avoir ce genre de discussion dans les amphithéâtres. Bonjour le plateau, bonjour monsieur l'ambassadeur Essence Second, monsieur Mamadou Diouf. Les pays africains cités devraient prendre aussi un décret pour interdire les Américains sur leur territoire. Finalement, monsieur l'ambassadeur a refusé mon invitation que j'avais émise le dimanche 2 juin 2025. Il a précisé la date pour venir fêter la Tabaski au Bénin, vous vous rappelez? Bon, je n'ai pas... C'est pas que j'ai refusé, mais ceci dit, si tu as fumé un gigot, envoie-le-moi. Voilà. Envoie-le-moi, je le prends avec plaisir. Il suggère tout de même que les pays africains cités également prennent la décision d'interdire l'entrée sur leur territoire aux ressortissants américains. Qu'en pensez-vous? Ça, en fait, il y a la question de la relation diplomatique, de la relation politique qui est là. Quand vous gérez un État, c'est à vous de faire respecter l'État que vous gérez. Quand on prend des décisions contre vous et vous ne faites absolument rien, vous encouragez les gens à continuer à prendre des décisions. Et pour moi, il ne faut pas que ça soit la réciprocité seulement parce qu'eux, ils ont tapé pour que ça fasse mal quelque part. Il faut qu'on regarde là où ça va faire mal. Pour que quand on va prendre une décision, que cela puisse produire également un effet sur Trump et les amener à revoir la façon dont ils traitent les pays africains de façon générale. Je crois que quand on parle de débit au Tchad, il y a 2 personnes qu'on oublie. C'est eux qui ont donné les premiers signes de réciprocité. C'est la présidente de la Namibie et la présidente de Tanzanie. La Tanzanie, elle a carrément dit désormais on ne dépense pas de dollars en Tanzanie, point-barre. Mais comment se fait que des femmes, excusez-moi le terme, des femmes qu'on a souvent cru être des êtres faibles, des êtres ceci, c'est aujourd'hui en Afrique les 2 femmes, namibiennes et tanzaniennes, qui sont des chefs d'État et il y a des couilles. Excusez-moi le terme. C'est les 2 là. Le reste, c'est silence radio, à part le jeune débit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre les femmes présidents partout? Si c'est ça qu'il faut faire pour que ça marche, on le fera. Voilà. Bonjour le forum, bonjour madame, messieurs Sogoyou, son excellence et son co-débatteur, monsieur Mamadou Diouf. Le Togo est dans ce nombre de pays pour 2 causes. Selon moi, le Togo peut faire exploser la CEDEAO en intégrant l'AES car en créant leur propre monnaie. C'est le dollar et l'euro qui sont en danger. Les Togolais maintenant émigrent beaucoup dans les pays occidentaux. Bonne continuation, grand 5 depuis l'Italie.
Non, le Togo n'a aucune envie. Bon, je ne parle pas au nom du Togo, je parle en tant que journaliste, en tant qu'observateur. Le Togo n'a aucune envie de faire exploser la CEDEAO, la CEDEAO Kayen-Kaha. Personnellement, je vous ai déjà dit qu'elle est morte. Bon, le Togo veut dealer avec un cadavre, bon, tant mieux. Mais disons, c'est le moins grave, c'est le moins pire, si on peut dire. Donc, on peut être ami de l'AES et être ami de la CEDEAO parce que l'AES n'a jamais déclaré la guerre à la CEDEAO. On le dit, on le répète tous les jours. Aucun pays de l'AES ou les 3 pays de l'AES pris collectivement n'ont jamais déclaré la guerre à la CEDEAO qui, elle autre, est toujours l'arme au pied pour attaquer les pays de l'AES. Voilà. Bonjour chers invités, merci pour le débat. S'il vous plaît, dites-nous pourquoi lorsque nos étudiants finissent les études dans de grandes universités, nos dirigeants ne mettent pas les moyens à leur disposition pour qu'ils démontrent de quoi ils sont capables. Ne voyez-vous pas que nos dirigeants même ne pensent pas au développement du continent? Monsieur Parou, depuis Kara. Ben, il ne faut pas accuser les dirigeants seulement. Hein. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont partis étudier avec les bourses de nos pays. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce n'est pas seulement les bourses étrangères. Et même quand c'est les bourses étrangères, tu signes un contrat, tu vas apprendre pour revenir servir ton pays. Donc la première responsabilité, c'est au niveau de l'étudiant. Parce que tu as signé un contrat, on te facilite la tâche pour que tu reviennes dans ton pays, participer au développement de ton pays, mais ils ne le font pas. Mais la deuxième responsabilité qu'il ne faut pas oublier, parce que dans l'argumentaire de Trump, il y a ça, ils disent que les gens viennent avec des visas étudiants et puis après, ils restent, ils ne rentrent plus chez eux. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que quand il constate que nos étudiants sont particulièrement brillants, rapidement, ils se mettent à les suivre pour pouvoir les récupérer à la fin de la formation pour les garder sur place. Je crois que c'est vrai, il y a une responsabilité de nos États qui doit faire en sorte que ces étudiants-là puissent revenir après les études. Mais en ce moment, il faut dire que quand l'étudiant fait une option, que l'option d'études soit une option qui lui permette de pouvoir retourner dans son pays et de trouver quelque chose à faire. Parce que quand on fait certaines... Moi, j'ai un ami, c'est avec lui que j'ai entendu ça pour la première fois. Il a étudié au Canada, il est revenu avec un doctorat en tant que loisirologue. Ça, quoi? Qu'est-ce que c'est? Loisirologue. Il a fait un doctorat en loisirs, etc. Ah, mais pour les faire gens disaient, mais finalement... l'industrie culturelle et créative. Effectivement. En fait, c'est quelque chose qui existe. Est-ce que c'est la priorité pour le Sénégal? Donc, quand les gens partent également dans le choix de la filière, il faut qu'on fasse attention pour qu'au retour, qu'on puisse participer à la construction d'un pays. Parce que nous sommes des pays en construction. Le message que je dois lire parfaitement en phase avec ce que vous dites. Bonsoir Forum, merci à vous tous à vous tous sur le plateau et surtout sincère merci à son Excellence aujourd'hui. Encore, il a lâché une grosse vérité en ce qui concerne l'école africaine. On ne prend pas soin du savoir. J'ai tellement aimé cette expression. Prions que nos dirigeants écoutent cela et prennent sérieusement l'éducation au sérieux. Et que dites-vous pour le cas du Togo qui est sur la liste d'attente du Travel Ban? Ça a été déjà expliqué. Mais... De quoi? Alors, Travel Ban, la restriction. La restriction. Ah, mais... oui. Oui. Très bien. Également, une question, près de 55 000 visas seraient disponibles pour les candidats au l'autovisa. Au même moment, on interdit aujourd'hui l'accès sur le territoire aux candidats. N'est-ce pas paradoxal un peu? Non, parce que l'autovisa, c'est un dossier que tu déposes. On l'étudie à fond avant de t'accorder ou non. Ça veut dire que dès ici, déjà, tu es éjecté. Si on ne veut pas de toi, naturellement, tu es éjecté, tu ne fais pas du bruit. Puisque, bon, on a rejeté ton dossier, tu te plains chez qui? Mais les autres qui allaient par d'autres voies et sur lesquels on n'avait pas un dossier pour permettre de les éjecter, c'est eux qu'on est en train de punir aujourd'hui. Sinon, l'autovisa, ben, ils le font et ça permet de renouveler, disons, la main-d'œuvre, de renouveler aussi le sang en Amérique. Ce n'est pas seulement le travail. Hein. Non, même l'autovisa, les gens se posent la question, est-ce que Trump ne va pas mettre fin à cette affaire dans le cadre toujours de cette restriction des entrées au niveau des États-Unis? Puisqu'il y a une mesure qui va venir, puisque j'ai vu ça dans le New York Times, il est en train de vouloir augmenter de 3% les transferts qui sont faits à partir des États-Unis vers le continent africain. Et s'il ajoute les 3%, ils seront à 10%.
Alors que tout le monde sait que beaucoup d'Africains qui sont aux États-Unis, tout comme ailleurs, mais participent au niveau de leur famille d'abord, au niveau de leur pays ensuite, à travers ces virements qui sont faits. Non, pour ça, moi j'ai dit quelque chose, ça ne va pas plaire. Les Africains n'ont qu'à être mieux organisés. Et les Chinois qui sont aux États-Unis, est-ce qu'ils sont sûrs que tous les milliards qu'ils font là, ils vont dans une banque pour envoyer, on va leur prélever même 1%? Non. Vos Libanais qui sont partout là, vous croyez que quoi? Qu'ils vont dans les banques et on leur prélève combien pour cent pour envoyer l'argent dehors? Non. Mais vous les Noirs, organisez-vous aussi de la même manière. Vous n'acceptez jamais travailler ensemble. Vous serez donc les victimes de tous les abus de tous les pays. C'est comme ça. Si vous travaillez ensemble, ben allez apprendre un peu chez les Chinois. Comment ils font? Je sais que cette forme de transfert existe déjà au Sénégal. Vous avez des commerçants, quand vous venez chez lui, vous pouvez retirer de l'argent, il n'y a pas de formalité. Mais ça pose quand même un problème aujourd'hui, parce que cette forme de transfert d'argent, personne ne peut savoir par où ça passe. Il faudrait qu'on fasse attention parce qu'il y a le financement du terrorisme, il y a le blanchiment de l'argent de la drogue, il y a d'autres éléments qui font il faut qu'on fasse attention également à cette affaire. Tous les pays développés l'ont été avec l'argent de la drogue. Il faut que nous, les Africains, on ouvre nos yeux et nos oreilles. Avec l'argent de la drogue. Les pays qui crient le plus contre la drogue, ils vivent leur budget. Moi, j'ai lu quelque part qu'en France, l'argent de la drogue est comptabilisé dans le budget de l'État. Donc, pourquoi on va nous complexer, nous? L'Amérique dont on parle, n'en parlons pas. Toutes les mafias qui tournent, mais vous croyez que quoi? L'État trouve son compte dedans. Et regardez chez nous ici, la simple marijuana, on doit pouvoir la cultiver et l'exporter. Dans certains pays, dans certains États aux États-Unis, c'est autorisé. Même en France, on est en train d'étudier la possibilité d'autoriser. Eux, ils ont l'argent, ils font ça pour gagner l'argent. Et c'est nous, les pauvres, maintenant, tout est interdit. Pourquoi? Elle pousse bien ici, la marijuana. Cultivons-la, vendons-la. Allez dire ce que vous voulez, mais c'est ce que moi je pense. À condition que cela soit bien encadré. Peut-être. Bonjour Niwod, j'avoue que j'ai de l'admiration pour l'ambassadeur Sogoyu et M. Diouf pour leur analyse assez pointue. Mais les pays africains doivent résoudre le problème de gouvernance que peuvent faire les jeunes en termes de recherche de connaissances dans un pays qui a faim. Les gens souffrent énormément. Cela ne favorise pas la réflexion. Félicitations à Niwod. Merci d'avoir créé ce cadre de discussion. Ok. Il a raison. Excellence l'a dit tout à l'heure. Il y a des génies un peu partout. Il y en a. Mais si vous le laissez là où il a faim, là où il a soif, il ne continuera pas avec l'école. Il faut qu'on sache savoir qu'il y a un génie quelque part. Et les bourses d'études, c'est à ça que ça servait. Mais ça a disparu souvent dans le collège, dans le lycée. Nous, à l'époque, même au collège, au lycée, les gens pouvaient avoir des bourses. Et c'était des bourses d'excellence. Ça permettait à un enfant, mais qui est très doué et qui a des parents qui ne sont pas en mesure de le prendre en charge, de continuer l'école au lieu d'abandonner l'école pour aller aider ses parents. Mais si on laisse ces génies aller retourner vers les parents, mais c'est le pays qui perd. Ouais. Bonjour le plateau. Vous voyez, les Africains veulent vivre comme des Blancs, faire la vie de haut niveau. Sinon, l'Afrique a connu des médecines traditionnelles bien réussies. Avant la modernisation, les pesticides ont tout détruit. À qui la faute? Je veux que nos dirigeants invitent les experts pour venir former nos frères à la place que d'envoyer des gens en étranger. Oui, on peut faire la formation sur place, surtout si ça concerne le domaine rural. Tu ne peux pas déplacer un champ de notière pour l'amener en Auvergne pour que l'Auvergnat te montre comment on produit ceci ou cela. Donc, c'est une très bonne idée que les gens soient invités sur place. Et puis en France, mais je ne parle pas de la France officielle avec ses travers et ses manquements, mais je parle de la France du peuple français. En France, il y a des retraités qui sont disponibles à venir travailler dans nos pays, à venir apprendre aux jeunes certaines ficelles dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'agro-industrie. On produit des choses, on ne sait même pas comment on les transforme. Le wakashi des Peuls, nous l'aimons tous bien. Le fromage africain. Le fromage africain, mais on peut l'améliorer et l'industrialiser. C'est ça le problème.
Bonjour Niwod et bonjour Madame Charlotte, bonjour aux invités, un coucou spécial à notre cher papa Sogoyou. C'est un plaisir de l'écouter chaque dimanche. Je veux juste lui dire merci, longue vie à lui et une santé de fer. Bonne suite à vous tous. Message signé par Kobanka, un citoyen burkinabé vivant en Italie. Bonjour, est-il possible que j'ai le contact de vos invités? Peut-être, peut-être pas. C'est possible, mais pas en direct. D'accord. Alors là, c'est déjà bien parti. Possible, mais pas en direct. Salut le plateau. Trump parle directement aux dirigeants des pays du reste du monde. Chaque président doit mettre à l'aise sa population dans son pays pour éviter l'immigration. Vive l'AES, s'il vous plaît, faites un effort pour les images. D'accord, merci beaucoup. Donc aussi, pour évoquer les situations, les raisons qui encouragent le départ dans les pays, des pays de départ, il faut des améliorations. Mais bien sûr, je crois qu'Excellence avait dit tout à l'heure quelque chose de très clair. Il y a plusieurs raisons qui amènent les gens à partir. Je suis bien placé pour le dire. Regardez comment chez moi, les gens prennent la pirogue. Je dis bien la pirogue pour aller rejoindre l'Europe. Pendant un temps, c'était des gens qui n'avaient pas de travail, c'était des gens qui ne sont pas allés à l'école. Mais aujourd'hui, vous avez des enseignants, vous avez toutes sortes de personnes qui prennent la pirogue pour partir. Et quand on les interroge, ce que les gens disent, c'est ce qu'il vient de dire. La personne considère qu'elle veut vivre avec un certain standing. Et elle considère que cela n'est pas possible au Sénégal. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui est convaincu qu'il ne peut pas réussir dans son pays. Mais c'est extrêmement grave. Mais en ce moment, il est clair qu'il y a une part indiscutable de responsabilité de nos gouvernants. Il faut qu'on crée les conditions pour que les gens puissent réussir dans nos pays. Parce que c'est encore possible. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que personne ne peut réussir dans nos pays. Il est encore possible de réussir dans nos pays. Et quand je dis réussir, ce n'est pas réussir pour toi seulement. Quand tu parviens à mettre en place une industrie, un certain nombre de choses, mais ce n'est pas toi seulement qui en bénéficie. Il y a d'autres également qui vont en bénéficier. Mais quand on regarde la réalité, nous favorisons les financements extérieurs. C'est à eux on diminue les taxes, c'est à eux on fait ceci, c'est à eux on fait cela. Quand les gens font des efforts pour créer de petites industries, essayer de gérer de petits projets, ils sont pratiquement étouffés par des taxes, par des ceci, par des cela. Mais on ne peut pas encourager les gens dans ces conditions à aller vers cet auto-emploi qui est la solution aujourd'hui avec le pourcentage de jeunesse qui se trouve en Afrique. Ce n'est pas la fonction publique qui va les embaucher. Bonjour Niwod, merci pour le travail abattu chaque dimanche. C'est ma première fois de vous suivre en direct. Très souvent, je vous suis en replay. Ma question est celle-ci. Est-ce que la développerie est concernée par la restriction des visas pour le cas du Togo? Chapeau à vos invités. Eric depuis Agoué. Alors, vous disiez qu'il y a des le Togo est sur la liste d'attente. En fait, on n'a pas encore interdit aux Togolais d'aller aux États-Unis. On ne leur refuse pas le visa comme les autres pays. Mais ils disent qu'ils constatent que sur les visas étudiants et autres, beaucoup de Togolais, après avoir fini leurs études, sont restés aux États-Unis. Donc, en fait, c'est comme une sorte d'avertissement. Justement, dans les pays d'origine, comment en Afrique encourager le retour au bercail après les études ou le séjour? Moi, je me rappelle un débat à l'université de Dakar il y a 35 ans, pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, où les États-Unis prenaient certains de nos enseignants de l'université qui devaient aller rejoindre les États-Unis. Et comme je dis, à l'époque, il y avait des débats dans l'amphithéâtre. Le débat a été posé dans les amphithéâtres, devant les enseignants, devant les étudiants. Mais ça a été très compliqué parce que vous avez des enseignants qui défendaient qu'effectivement, l'enseignant peut aller. Parce qu'il sera dans des conditions de travail, il sera dans des conditions de recherche qui vont lui permettre de produire ce qu'il ne va jamais produire s'il restait à l'université de Dakar. Ce qui était vrai parce qu'effectivement, il y avait quelque chose, mais il n'y avait pas tout ce qu'il fallait. Mais il y en a qui disaient non, c'est l'université de Dakar qui nous a formés. C'est les écoles de Dakar qui nous ont formés. Si on est sorti aller à l'étranger, c'est la bourse du pays qui nous a formés. Il n'est pas normal. Au moment où on est le plus productif, on a l'expérience, au moment où le pays a le plus besoin de nous, qu'on parte pour servir un autre pays et laisser notre pays. Sans compter qu'il y a le côté pécuniaire également. Imaginez comment un professeur d'université est rétribué aux États-Unis par rapport à comment il est rétribué
au Sénégal, sans compter les autres avantages, ta femme, tes enfants peuvent avoir le visa, etc. Tous ces problèmes avaient été posés lors de ce départ-là. Et c'est le même problème qui est là jusqu'à présent. Il faut qu'on crée les conditions pour que les gens aient envie de rester sur place, pour que les gens aient envie de revenir dans nos pays. Mais beaucoup de gens veulent rentrer chez eux. Hein. Même s'ils ont eu de l'argent, ils savent que là où ils sont, ils ne sont pas chez eux. Mais demandez-leur, tu amènes tes projets. Les gens te rejettent ton projet, tu rentres chez toi, on vole ton projet, on l'exécute en ton absence. Tu veux rentrer chez toi, tu veux créer des conditions pour une chose, les détournements ici, la corruption par là, tu es découragé, tu retournes. Mais si on veut que les gens reviennent, encore une fois, il faut qu'on crée les conditions, parce qu'il y en a qui veulent revenir. Vous voulez réagir? Non, moi je crois que ceux qui vont étudier à l'étranger, d'abord, ça dépend de comment ils sont allés. Est-ce que c'est une bourse de l'État? Est-ce que c'est une ONG? Est-ce que c'est une... Il y a toutes sortes de bourses pour aller étudier à l'étranger. Nous tous, on a essayé. C'est vrai, il y en a qui, pour une raison ou une autre, ont de la peine à revenir. Mais il y en a qui n'ont aucune raison particulière, mais qui trouvent qu'on vit mieux en Occident. Moi, je ne rentre pas. Moi, je connais des cas, je ne parle pas en l'air. Nous aussi, on est à l'étranger, tu veux rentrer. Ah non, il ne faut pas rentrer, hein. Tu sais qu'il y a le chômage maintenant, tu vas aller souffrir. On a dit oui, on va souffrir. On a souffert aussi, on a fait le chômage un temps avant de passer un concours, de réussir au concours et de commencer à travailler. Donc, il n'y a pas un retour au pays avec zéro risque. À moins que c'est ton papa qui a créé une banque et quand tu viens, bon, on te donne un bureau et puis tu t'installes. Il n'y a pas zéro risque. Donc, il faut seulement avoir le courage et se dire, si je veux servir mon pays, il y a des contraintes, je dois surmonter les contraintes pour venir travailler. Naturellement, les salaires ne sont pas les mêmes. Le niveau de vie, il n'est pas le même. Mais les gens vivent quand même, non? Est-ce qu'au Togo, les gens ne vivent pas? Est-ce qu'au Ghana, au Bénin, au Mali, Burkina, Niger, est-ce que les gens ne vivent pas tranquilles? Ils vivent. Alors. Mes chaleureuses salutations au plateau de New World Forum. Mes sincères remerciements et profond respect aux deux éminents débatteurs pour le travail d'éveil et de formation des peuples africains. Je crois, comme ils l'ont si bien dit, que le président américain Donald Trump est pleinement dans ses droits et devoirs en prenant une telle décision. En quelque chose, malheur est bon, dit-on. C'est encore une fois de plus une occasion de nous remettre en cause en tant qu'Africains, de nous prendre en charge nous-mêmes, de jouer sur des leviers sérieux, efficaces et efficients de développement de l'Afrique. L'éducation, la bonne formation de la jeunesse, l'éthique, le patriotisme, le moral, l'éthique, la justice, la répartition des richesses nationales, l'intégration et l'Union des peuples africains, etc. Émile Kossi de Souza, depuis le Bénin. Oui, il pose plusieurs problèmes à la fois. Effectivement, c'est de ça qu'on parlait. On peut créer des conditions pour que les gens restent dans nos pays et réussissent. Cela est tout à fait possible. Moi, je dis tout le temps, regardez comment les autres s'intéressent à l'Afrique. Mais c'est parce qu'il y a un potentiel. Pourquoi nous, Africains, nous ne croyons pas au potentiel qui se trouve au niveau de ce continent? Mais si nous continuons, mais c'est les autres qui continueront à nous exploiter d'une autre façon. Ça ne sera pas la colonisation, ça ne sera pas la néocolonisation, mais d'un point de vue résultat, ça sera exactement le même résultat. Il faut qu'on croie en ce que nous avons dans nos pays et qu'on travaille à transformer ce potentiel en une réalité qui va être sur le terrain, qui donnera du travail, qui permettra de former les jeunes qui ne trouveront pas le besoin d'aller nécessairement ailleurs pour qu'il y ait des restrictions ou quand ce n'est pas les restrictions, on n'en a pas parlé. Même quand on nous dit de partir, combien les gens payent pour avoir ou pour ne pas avoir le visa au niveau de tous ces pays vers lesquels on veut partir. Ça également, il faut en parler. C'est toute une fortune de l'Afrique qui va vers ces pays avec ces visas, qu'on l'ait obtenu ou qu'on ne l'ait pas obtenu. Combien les Africains ont payé? Bonjour Niwod, bonjour aux invités. Par rapport aux étudiants, il faut dire que beaucoup de fautes proviennent des dirigeants concernant des diplômes qui restent dans les pays d'études pour simple raison que les dirigeants n'ont pas une réelle vision. Exemple des étudiants qui finissent leur cursus ici, ils sont en chômage, pas d'accompagnement. Il y a aussi le président Ibrahim Traoré qui nous montre que c'est la volonté des présidents s'échappe depuis l'Egbasito. Là, nous sommes au Togo.
Si nos dirigeants avaient l'esprit de partage, aucun Africain se serait rendu à l'étranger pour perdre du temps. Le mieux qu'ils restent dans leur pays et mettent au service de leur pays leur utilité. Je salue les éminents invités. Merci pour tout ce que vous faites. Ouais, c'est aussi comment pouvoir absorber les talents locaux. On le dit, l'État ne peut pas tout faire, ne peut pas tout résoudre, mais peut quand même créer les conditions favorables. Non, c'est clair que il ne s'agit pas de dire aux gens d'aller à la fonction publique. Vous avez des gens qui sont partis, qui ont une expérience, qu'ils peuvent ramener ici. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous manque aujourd'hui quand on parle de développement. Les gens regardez la méthode que les Chinois et les Indiens ont utilisée. Ils sont allés apprendre, mais ils sont venus appliquer chez eux. Ils ne sont pas restés appliquer là où ils ont appris. Ils sont venus appliquer chez eux et ils se sont dit, mais attendez, il faut qu'on aille au même niveau que ces gens-là. Ils se sont mis dans l'esprit d'aller les concurrencer. Et le résultat, il est là aujourd'hui, il est indiscutable. Il est indiscutable. Tu sais que depuis la guerre économique entre Washington et Pékin, mais il y a beaucoup de Chinois de très haut niveau. Hein. Ils ont quitté les États-Unis pour rentrer chez eux. Ils se disent, mais je vais aller épauler mon pays à écraser les Américains. Pourtant, ils ont étudié aux États-Unis. C'est pourquoi Trump devient vigilant. Il dit, ah non, on ne va quand même pas ouvrir Harvard, vous étudiez, après vous allez nous combattre. Justement, la question, comme l'a bien dit, c'est bien stipulé dans le titre de l'émission, de quoi a-t-il réellement peur, Donald Trump, en prenant cette décision? Il a peur que la connaissance arrive à tout le monde. Il faut avouer que ces gens ont accumulé des montagnes et des montagnes de connaissances à travers des siècles. On ne peut pas facilement les égaler et encore dire qu'on va les dépasser. Mais les Chinois sont un peuple aussi ancien. Les Chinois ont accumulé des connaissances qui remontent à 2 ou 3 000 ans et qui sont là jusqu'aujourd'hui, des pratiques. Donc, leur principal adversaire, c'est la Chine. Ils le disent, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, je crois qu'il faut réduire le transfert de connaissances, de technologies vers la Chine, qui est plutôt sur le point de les battre. Moi, c'est mon opinion personnelle. Donc, si tu laisses les gens trop apprendre et trop connaître, ils seront tes concurrents. La guerre aujourd'hui, ce n'est pas avec les armes, mais c'est avec l'intelligence. Benoît Diouf, vous disiez que évoquer la question sécuritaire pour donc restreindre l'entrée sur le territoire américain, pour vous, ce n'est qu'un alibi. C'est clairement un alibi. Alors, parce que le problème se trouve où alors exactement? Il a posé tout à l'heure un certain nombre d'éléments importants. Trump veut faire des États-Unis la seule puissance du monde. Pas seulement sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan scientifique, etc. Et il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, ils sont fortement et sérieusement concurrencés. Mais puisque lui, il veut rester premier, mais ton concurrent, soit tu continues à être devant lui, mais il te suit, soit tu n'es plus capable d'être devant lui, il va te devancer. Lui, il est en train de regarder par où les gens passent pour nous devancer. Et il dit, mais attendez, on va anticiper ces gens-là, on va les bloquer. Sa guerre contre la Chine, sur le plan économique par exemple, mais la guerre est extrêmement claire et nette. C'est parce qu'ils ne veulent pas que la Chine passe première puissance devant les États-Unis. Mais ça, ce n'est plus objectif. Les Américains n'ont qu'à se battre pour rester premiers. S'ils ne sont pas capables d'être premiers, il faut qu'ils acceptent d'être deuxième. Bonjour le plateau, merci pour vos émissions qui ne déçoivent jamais. Merci. Une petite info et clin d'œil pour Papa Sogoyou. Un dirigeant courageux homme a des couilles. Un dirigeant courageux femme a des tripes. Oui, bonne fin d'émission. Catherine, épouse d'un Togolais en Belgique. Une belle sœur. Non, il a bien fait de le dire. On apprend toujours. Je viens donc d'apprendre. Donc la prochaine fois, pour la présidente de Tanzanie... Les femmes ont des tripes. Voilà, pour la présidente de Tanzanie et de Namibie, je dirais qu'elles ont des tripes, pas des couilles. Merci pour le partage. Pour le partage, ouais. Bonjour Niwod, bonjour à toutes et à tous. Cette décision de Donald Trump est la bienvenue, que les Africains apprennent à rester chez eux et à développer leur pays. Et suite à cette décision, si chaque pays prenait des dispositions pour accueillir et insérer ses citoyens, ça va
ensemble développer l'Afrique. Encore, ils le font simultanément. Ça va déstabiliser les États-Unis. On ne devrait pas fuir les problèmes chez soi pour aller vivre ailleurs. Je vous remercie, Bismarck, depuis Anéro. C'est ce que vous disiez, il faut des actions collectives. Il faut une voix d'Afrique. Il faut une vision africaine. Avec cette vision africaine, dans nos pays, vous avez des spécialistes, même si on n'a pas tous les spécialistes dans chaque pays. Il y a des choses qu'on peut apprendre à l'intérieur des pays africains. Parce qu'on n'oublie pas que dans ces laboratoires à l'étranger et autres, les Africains ont joué un rôle extraordinaire. Mais puisque vous n'êtes pas le propriétaire du laboratoire, vous ne signez pas. Même si vous avez fait le bon texte, si vous avez fait la découverte, le cas est là avec le VIH2. Tout le monde sait que c'est un Sénégalais qui l'a découvert. Ce n'est pas le Luc Montagnier dont on parle. C'est le professeur Mboup, Souleymane Mboup, qui l'a découvert. Mais puisque tu étais sous couvert, tu ne peux pas signer. Donc, il faut qu'on sache qu'on a quand même des gens qui ont ce qu'il faut. Et il faut qu'on fasse en sorte qu'ils puissent revenir pour que ce qu'ils ont là puisse servir d'abord l'Afrique et qu'on puisse servir également les autres. On n'est pas contre qu'on puisse servir les autres. Monsieur Diouf, non seulement tu ne signes pas, mais il y a des jeunes chercheurs africains qui ont fait des découvertes pointues. Un, ils n'ont pas signé. Et deux, malgré ça, on les a dégommés. Ah oui, parce qu'on ne veut même pas qu'il ait l'occasion un jour de dire « moi je sais ceci, j'ai fait cela ». Non, on te dégomme. Un accident banal, un repas mal digéré, et puis bon, bye bye. À travers quand même les messages qu'on a pu lire sur ce plateau, on sent quand même un peu de l'inquiétude. Parfois, d'autres qui également nous ont partagé des pistes de solutions. Mais est-ce que derrière ces décisions, la jeunesse africaine surtout devrait paniquer, devrait s'inquiéter? Non, pour moi, il n'y a pas à paniquer parce que ce que Trump vient de faire, mais c'est ce qui se passe en Occident. Regardez de plus en plus tous ces partis populistes qui prennent les pouvoirs. Ils l'ont pris sur la base de nous sommes contre l'immigration. Mais en fait, il faut que nous, on réfléchisse. On te restreint les visas de façon officielle. Des gens sont au pouvoir ou bien ils cherchent le pouvoir. Ils disent nous ne voulons pas de vous chez nous. Et comme l'a dit quelqu'un, mais faisons de cela au moins une opportunité pour voir comment rester chez nous. Non pas comme des pauvres, comme des ignorants, mais comment rester chez nous et concurrencer ces gens-là pour que ce soit eux qui aient envie de venir chez nous au lieu que nous, on ait envie d'aller chez eux. Justement, ils sont presque à la fin de cette émission. Un dernier tour de table sur le sujet. Non, le sujet, qu'est-ce que Trump craint? Trump craint la concurrence, mais pas des Africains, parce qu'ils savent que l'Africain, tu peux le mettre dans un laboratoire pendant 1000 ans, il va faire des découvertes, mais arrivé sur le terrain, il cherche une cravate et un costume, et puis il croit qu'il a réussi sa vie. C'est ça l'Africain. Ce n'est pas comme les Chinois qui portent le bleu mécanicien pour travailler dans un laboratoire. Donc, il crée la concurrence et je trouve que son comportement est légitime. C'est ce que nous devons tous faire. Voilà. Monsieur Diouf? Oui, Trump est dans sa logique de réduction de l'entrée des étrangers au niveau des États-Unis et de faire sortir les étrangers en situation irrégulière au niveau des États-Unis. Mais quand on met les deux choses ensemble, moi je dirais tout simplement, prenons nos responsabilités pour que nos pays soient des endroits où il fait bon vivre. En ce moment, beaucoup de nos concitoyens ne verront pas la nécessité d'aller chercher un visa, quel que soit le pays. Merci à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce dimanche. Mamadou Diouf, journaliste, historien, islamologue. Merci d'avoir été avec nous. Excellence Ogoyo Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo en Allemagne. Merci, Excellence, d'avoir encore partagé avec nous aujourd'hui sur ce sujet. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, à vous qui ne manquez jamais le rendez-vous du dimanche sur New TV. Vous avez toujours la possibilité de suivre en intégralité cette émission sur YouTube ou encore Facebook. Abonnez-vous à nos chaînes donc sur les médias sociaux. Merci pour les partages. Merci d'avoir contribué richement au débat. Merci également derrière la belle vitrée à toute l'équipe technique qui a donc contribué à la réalisation de ce numéro de Forum du jour. Bonne suite de journée et surtout bonne fête à toutes et à tous et à la semaine prochaine.